au président Hervé Marseille pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Monsieur le rapporteur. En ouvrant l'examen de ce texte, je voulais vous dire d'abord qu'ici, vous n'avez rien à craindre, Monsieur le ministre Dussopt, et qu'ensuite, nous avons une seule intention, c'est de débattre et de faire aboutir nos débats. Car le débat, paradoxalement, n'a pas encore eu lieu. Voilà plus d'un mois qu'on ne parle que de cette réforme de retraite, plus d'un mois qu'elle est commentée ad nauseam sur les réseaux sociaux, plus d'un mois qu'elle est contestée, mais elle n'a pas encore été vraiment débattue par ceux à qui il incombe pourtant constitutionnellement de le faire, à savoir les représentants de la nation. Je ne vais pas revenir sur le spectacle donné par l'Assemblée nationale, mais ne soyons pas étonnés, à la suite de ces palinodies, que le niveau d'abstention augmente et que nous observions une progression inexorable des extrêmes. Elle est malheureusement prévisible. Le Sénat a aujourd'hui l'opportunité de rehausser l'image du parlementarisme. Comptez sur nous pour la saisir. Et s'il fallait trouver des raisons de défendre le bicamérisme, certains députés viennent de nous l'offrir sur un plateau. Le refus d'obstacles d'élus pourtant investis par le suffrage universel et organisant scientifiquement l'effacement de leur propre assemblée démontre par l'absurde la nécessité d'une deuxième chambre apaisée. Je me permettrai de commencer par rappeler une évidence, les mécanismes que nous devons assumer aujourd'hui relèvent d'un choix collectif, quasi unanime et presque enthousiaste, fait à la Libération en 1945. Madame la présidente Assassi l'a rappelé, notamment par Ambroise Croizat. Pour offrir une digne fin de vie à nos vieux salariés de l'époque, nous avons opté pour un dispositif consistant à ce que les cotisations des actifs financent en temps réel les pensions des retraités. Cela avait l'avantage d'être opérationnel immédiatement. Nous aurions pu choisir une autre formule, d'autres formes de solidarité. Cela n'a pas été fait. La conséquence de ce choix est que nous sommes devenus dépendants des fondements d'un système par répartition, c'est-à-dire dépendants de réalités démographiques. En 1945, à cet égard, c'était, si vous me le permettez, un exercice qui n'était pas trop compliqué. Avec une retraite à 65 ans et une espérance de vie de moins de 10 ans pour les retraités, c'était un rapport de 4 actifs pour un retraité. Autant dire que la solidarité intergénérationnelle était assez facile à assumer, ce qui n'enlève rien à l'avancée sociale que cela fut à l'époque. Au fil du temps, le contexte démographique a totalement changé. La natalité s'est dégradée, l'espérance de vie a considérablement augmenté. De plus, l'âge de départ en retraite a été abaissé, si bien que le ratio actif-retraité a changé de nature. Il était de 4 pour 1, il est de 1,6 pour 1 aujourd'hui. Depuis 30 ans, les réformes se succèdent pour accommoder cette évolution démographique. 1995, 2003, 2010, 2014. Et heureusement que ces réformes ont été effectuées, sinon, où en serions-nous aujourd'hui? Probablement pour solde de tout compte, puisque le ratio est annoncé à 1 pour 4 pour 1 en 2050. Dans ces conditions, défendre la pérennité du régime par répartition, c'est accepter d'en faire évoluer ses paramètres. Nous considérons qu'il est inenvisageable de baisser les pensions des retraités, bien sûr. Nous ne souhaitons pas augmenter le coût du travail, qui est le plus grand ennemi d'un objectif de plein emploi. Par conséquent, il ne reste que 2 leviers mobilisables, soit la natalité, soit la durée de cotisation. Ce raisonnement par élimination explique pourquoi nous soutiendrons le report de 2 ans de l'âge d'ouverture des droits à la retraite et l'accélération de la réforme Touraine. Nous aussi, nous avons des propositions pour les recettes et elles sont assez proches de celles que j'ai entendues tout à l'heure. Nous ne faisons pas... Oui. C'est Jean-Marie Vanlerenberghe qui a déposé l'amendement. Nous ne le faisons pas de bonne grâce, mais c'est parce que c'est la moins mauvaise des options, raison pour laquelle la majorité sénatoriale l'adopte en PLFSS depuis des années.
Nous nous félicitons que le gouvernement s'en soit inspiré. Il est dommage qu'on ait attendu. Monsieur le ministre, je vous reconnais une forme de volontarisme en nous présentant un texte de retour à l'équilibre fondé sur des prévisions de chômage assez optimistes. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur le réalisme de cette trajectoire financière dès lors que le taux de chômage à 4,5% est encore loin d'être atteint. Pour autant, au titre de la solidarité avec les générations montantes et pour éviter de leur laisser une montagne de dettes, nous assumons la dimension financière de la réforme. Pour qu'elle conserve un sens, une pertinence, elle doit assurer un solde durablement équilibré. Nous ferons ainsi preuve de vigilance dans les mesures que nous examinerons. Nous soutiendrons évidemment les mesures proposées par nos rapporteurs, dont je salue l'investissement et le travail. Au-delà, notre groupe proposera d'autres amendements. Sur le plan des recettes, le report de l'âge d'ouverture des droits va induire un surplus de recettes de CSG. Nous portons l'idée, comme l'a rappelé Sylvie Vermeillet tout à l'heure, de l'attribuer au fonds de réserve pour les retraites. Nous souhaitons également favoriser l'emploi des seniors en complément du dispositif Index Senior et du CDI fin de carrière proposé par la Commission. Nous présentons une exonération de charges sur les salaires de tous les salariés de plus de 57 ans. En miroir, en cas de licenciement, l'employeur devra naturellement payer l'équivalent des charges exonérées. Par ailleurs, dans notre volonté de lutter contre les violences intrafamiliales, nous proposerons que les parents condamnés pour violence ou maltraitance de leurs enfants soient privés des bonifications qui leur sont liées. De la même manière, lorsque le parent est condamné pour abandon de famille ou non-versement d'une pension au profit d'un enfant mineur, la même sanction tomberait. Dans un autre registre, au titre de la préservation du pouvoir d'achat des retraités, nous proposerons d'indexer les pensions sur l'inflation prévisionnelle plutôt que sur l'inflation constatée l'année précédente. Dans un contexte de forte inflation, cette mesure évitera le décrochage des pensions. Enfin, nous souhaitons améliorer les droits à la retraite des élus des petites communes. Souvent, ils réduisent leur activité personnelle pour exercer leurs fonctions. De ce fait, beaucoup perdent des droits et nous souhaitons leur permettre d'arriver à des cotisations à taux plein. Pour notre groupe, il semble indispensable de rappeler que cette réforme n'est pas une fin en soi. La bouffée d'oxygène que nous nous donnons jusqu'en 2030 doit nous permettre d'ouvrir, dans une certaine sérénité, un débat plus large sur l'avenir du système de retraite. La réforme systémique d'inspiration centriste, par points, doit être remise sur le métier. Elle est en soi extrêmement complexe dès lors qu'il faut assurer une phase de transition. Si elle devait être débattue à nouveau dans l'avenir, elle ne devrait surtout pas être associée à des mesures paramétriques qui rendraient le projet incompréhensible. Par ailleurs, envisager une part de retraite par capitalisation pour le privé, à l'image de ce qui existe déjà dans la fonction publique, doit pouvoir être étudié sans crispation de principe. Notre groupe est prêt à participer à de tels travaux en y associant l'ensemble des corps intermédiaires. Et pour terminer, j'aurais un regret et une proposition. Un regret, c'est qu'on n'ait pas ouvert le débat sur la dépendance, projet longtemps annoncé, toujours reporté, qui me semble prolonger le débat sur les retraites. Enfin, et en me rapprochant de ce que disait tout à l'heure notre collègue Breuiller, il paraît indispensable d'ouvrir une conférence sociale pour l'avenir pour évaluer les suites de la société post-Covid. En effet, nous commençons à examiner les retraites, nous avons vu l'indemnisation du chômage, on nous annonce une loi travail. Monsieur le ministre Attal, vous avez lancé des expérimentations dans votre ministère sur la journée de 4 jours. On parle du pouvoir d'achat. Je pense qu'il serait opportun de travailler avec les syndicats à une conférence sociale pour réfléchir aujourd'hui au temps de travail à la société post-Covid. Voilà ce que nous souhaitons au groupe UC. Espérons que nos débats soient utiles. Merci, Monsieur le Président. Donner la parole à notre collègue Esther Benbassa